Maintenant, je vais appeler à la tribune Sébastien Ménesplier, le secrétaire général sortant, qui va nous faire le rapport d'ouverture de ce congrès. À toi, Sébastien. Chers délégués au 7e Congrès fédéral, chers camarades, avec un immense plaisir, je me soumets à l'exercice de vous présenter le rapport d'ouverture du 7e Congrès fédéral. Il doit être une aide pour nous projeter collectivement dans un contexte décrit et analysé pour aller de l'avant dans l'action syndicale au quotidien. Avant toute chose, je tiens à saluer les camarades de la région Auvergne-Limousin et le syndicat Énergie 43 qui ont œuvré pour l'organisation et la tenue de ce 7e Congrès fédéral. Ce n'est pas terminé, les camarades seront actifs toute la semaine pour parfaire votre accueil chaque jour dans les meilleures conditions. Nous arrivons au terme d'une mandature inédite de 5 années. Ce 7e Congrès fédéral a été reporté à 2 reprises, conséquence de la situation sanitaire. Il se tient dans un contexte très particulier de guerre en Ukraine et à seulement 1 mois des élections présidentielles. En pleine crise politique, économique et sociale, au niveau national, mais aussi international, je vous le concède, cela fait beaucoup de sujets à aborder, mais je me dois, en tant que secrétaire général sortant, d'apporter une analyse globale, lucide et sincère. Je vais donc commencer par aborder le contexte international. Notre 7e Congrès se déroule au cœur d'une actualité internationale dramatique. La guerre est aux portes de l'Europe. La Fédération condamne sans aucune réserve l'invasion de l'Ukraine. La Fédération adresse son profond soutien aux syndicalistes russes et ukrainiens avec qui nous entretenons des relations suivies. Le contexte international a changé depuis la chute de l'URSS. D'ailleurs, à cette période, il était prévu que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, disparaisse simultanément après la chute du mur de Berlin. Les intérêts géopolitiques des pays qui la composent font que l'OTAN est toujours existante. Nous sommes passés d'une coopération ancrée dans une méfiance réciproque entre les 2 blocs de l'Est et de l'Ouest à une rivalité exacerbée. Des 2 côtés, nous assistons à de gigantesques provocations et démonstrations guerrières via l'installation d'infrastructures militaires de plus en plus nombreuses. La Fédération condamne le jeu impérialiste des États-Unis via l'OTAN, des Européens et des Russes dont les discours bellicistes ont fatalement préparé les esprits à la guerre. L'Ukraine représente un enjeu géopolitique qui n'aura échappé ni aux uns et ni aux autres. Les grands perdants de cette guerre, comme pour toutes les autres dans le monde, sont les peuples. Les grands gagnants seront les compagnies pétrolières et gazières sur fond de volonté des États-Unis de trouver des débouchés à l'exportation de leur gaz de schiste. Nous devons alerter avec force sur les risques de généralisation de ce conflit. Les armes doivent se taire immédiatement. Il faut laisser la place à une solution diplomatique plaçant l'aspiration des populations à vivre libres et en paix. La Fédération tient à exprimer sa solidarité avec tous ces peuples qui souffrent. Notre soutien est aussi destiné à nos camarades syndicalistes qui luttent pour le progrès et la justice sociale. Toutes les initiatives de solidarité leur donnent leur force de poursuivre leur combat. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Toutes les démonstrations de soutien sont essentielles pour dépasser ces périodes sombres. Soyons au rendez-vous, chacun à notre niveau et dans nos rôles respectifs.
Toute démarche comptera pour faire grandir l'espoir d'un monde meilleur. Cet après-midi, je vous invite à prendre la parole lors du débat sur une motion pour la paix dans le monde. Portons aussi l'exigence d'un désarmement généralisé. Notre activité est tournée vers la paix, alors ce 7e congrès de la Fédération doit le réaffirmer haut et fort, car lorsque les blocs politiques s'affrontent, ce sont les peuples qui souffrent, particulièrement les femmes et les enfants. Dans le monde, les attaques contre les syndicalistes sont de plus en plus nombreuses, comme par exemple les assassinats en Colombie, les coups d'État comme au Myanmar, Birmanie, les dures réalités des conditions de vie et de travail sur tous les continents, sans exception, sont un amer constat. Nous devons apporter notre soutien et toute notre solidarité à nos camarades syndicalistes qui sont, comme nous, les remparts de la régression sociale. La consommation d'énergie, indispensable au développement économique, entraîne d'importantes tensions au sein des États et sur la scène internationale. Ce n'est pas nouveau. Depuis le XIXe siècle, la bataille pour le contrôle des ressources énergétiques a toujours été un des éléments déterminants de la course à la guerre. La crise des prix de l'énergie a entraîné l'envolée des prix de gros de gaz naturel en Europe. Entre avril et octobre 2021, les prix de gros du gaz ont augmenté de 40% et ceux de l'électricité de 20%. Or, nous le savons que l'énergie est au cœur de nombreux conflits dans le monde. Pourtant, en Europe, jamais l'existence du marché n'est remise en cause. Macron, président de l'Union européenne à date, a même réaffirmé que des solutions au périmètre de l'Union européenne doivent être mises en œuvre, ce qui ne remet pas du tout en cause le marché européen. Pourtant, une profonde réforme du marché de l'énergie en Europe est nécessaire. La course aux objectifs de profit à court terme doit cesser au plus vite. Ainsi, nous portons l'exigence de dénoncer tous les traités européens et la sortie du marché de l'énergie, ce qui n'empêche en rien la solidarité technique aux frontières. La question de la réindustrialisation est également centrale pour répondre concrètement aux besoins sociaux et environnementaux. Des voies de politique publique pour de solides filières industrielles pour les activités stratégiques sont indispensables afin d'assurer l'indépendance de chaque État. Cette stratégie globale doit être planifiée et organisée sur le long terme. Il est impératif de revenir à des logiques de coopération développées à l'origine par les entreprises publiques de l'énergie. Le constat d'échec de la logique de marché et de rentabilité dans le monde de l'énergie est aujourd'hui clairement démontré. Les catastrophes climatiques et les enjeux autour de l'eau ou de l'environnement doivent pousser à une transition énergétique. Elle doit être construite avec des coopérations internationales sur la base de politiques offensives et volontaristes, préservant les ressources naturelles, mais surtout les femmes et les hommes, en répondant avant tout à leurs besoins essentiels. Notre secteur est stratégique et au cœur de nombreuses transformations. Il est nécessaire de planifier une réponse globale et d'anticiper des changements. Ces changements doivent s'opérer partout dans le monde, avec comme objectif la justice et l'égalité réelle entre les peuples. Les luttes des travailleurs pour protéger la planète convergent contre les gouvernements libéraux, autoritaires et fascistes. Un changement de cap s'impose avec la nécessité d'un renouveau démocratique par la lutte pour le progrès social et environnemental. Les deux sont intrinsèquement liés et sont portés de front par de nombreuses organisations sur tous les continents. Il est donc nécessaire de poursuivre et d'amplifier nos échanges, nos débats, nos coopérations avec tous nos camarades dans le monde pour porter et gagner ensemble
nos revendications. C'est en construisant une solidarité effective et en tissant des espaces de coordination à l'échelle internationale que nous pourrons proposer des alternatives viables, rassembleuses, vertueuses et gagnantes. L'internationalisation de nos luttes et de toutes nos actions syndicales sont les fondements pour la construction d'un autre monde. Au cœur de ce 7e congrès fédéral, vous aurez l'occasion d'échanger sur ces questions et de travailler aux convergences possibles pour une énergie publique au service des peuples lors des 2 tables rondes organisées jeudi après-midi avec nos invités internationaux. Soyons convaincus du bien fondé d'être plus offensifs et réactifs. Notre démarche internationale, dans la prochaine mandature, devra être à la hauteur des enjeux, car, comme aime à le dire François Dutheil, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je tenais d'ailleurs à nous féliciter pour nos engagements et notre dernier engagement sans faille pour venir en aide au peuple cubain. La solidarité de 36 organisations de la CGT pour envoyer des containers à Cuba est une réussite. La dignité du peuple cubain face au blocus états-unien reste toujours de marbre. Soyons fiers de cette solidarité internationale et poursuivons les dons pour rendre ce peuple plus fort face à l'impérialisme américain. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. Voilà. Je vais maintenant poursuivre sur le contexte national. Je le disais tout à l'heure, la crise est bien présente. Elle est politique, économique et sociale. Elle est traversée par les enjeux du secteur énergétique qui deviennent de plus en plus prégnants. La crise est avant tout politique, avec la montée de l'extrême droite et ses conséquences. La percée de Zemmour est significative d'une frange de la droite perdue qui ne s'y retrouve plus entre le Rassemblement national et les Républicains. Sur des sujets qui ont jusqu'à présent divisé, cette frange s'allie avec Zemmour ou Macron. L'addition de ces recompositions à droite et à l'extrême droite inquiète fortement à quelques jours des élections présidentielles. La CGT doit prendre toute sa place dans le débat des élections présidentielles. Tous les candidats parlent, par exemple, d'augmenter les salaires. Je leur dis chiche, les travailleurs attendent, mais certainement pas avec des mesurettes ou des baisses de salaire socialisées. Des alternatives sont attendues pour augmenter le pouvoir d'achat. Nous avons des repères revendicatifs confédéraux. La CGT doit les porter auprès des candidats. C'est la moindre des décisions à prendre pour respecter le monde du travail que la CGT représente. Pourtant, je me dois de rappeler que ce n'est pas le choix retenu par la dernière réunion du Comité confédéral national de la CGT. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis abstenu sur la déclaration d'actualité décidée lors du dernier CCN. D'autres sujets auraient pu être mis en avant, comme notre opposition frontale à la réforme des régimes de retraite, ou encore sur la sécurité sociale, les besoins de services publics, les luttes en cours pour sauvegarder les emplois et dire stop aux délocalisations et réindustrialiser la France. Ces sujets auraient pu constituer un courrier de la CGT pour interpeller les candidats aux élections présidentielles. Nous sommes face à un enjeu majeur pour l'avenir de toute la société. La situation énergétique du pays, avec l'impact des augmentations des factures sur les usagers, sur les collectivités, sur les industriels, démontre la nécessité d'un changement radical. Retrouvons rapidement un État stratège pour lutter contre le dérèglement climatique
et pour organiser une maîtrise publique nationale d'un secteur en expansion. Au cœur de la transition énergétique et pour l'avenir du service public de l'énergie, il y a des projets portés par les travailleurs avec la CGT. Ils luttent pour l'avenir de leur emploi et la reconversion des sites industriels, là où sont implantées les centrales au charbon que le gouvernement a condamnées. C'est le cas à Cordemais, avec le projet Écocombust, de nouveau d'actualité grâce au travail des camarades de la section syndicale, du syndicat et de la fédération. La pugnacité des camarades de la centrale a permis la réouverture du dossier par le gouvernement. En effet, les porteurs du projet Écocombust doivent se manifester d'ici le 26 avril 2022. La fédération usera de tous ses moyens pour faire en sorte que le projet aboutisse. Elle pèsera de tout son poids, comme elle l'a fait jusque-là, pour épauler les camarades de Cordemais et contraindre EDF, avec d'autres investisseurs comme Paprec, à s'engager dans le montage du dossier. Idem à Lucie, mais aussi à Gardanne, où 45 camarades sont encore à ce jour licenciés par Gazelle Énergie. Je salue leur ténacité, leur force et leur acharnement. Je ne les ai jamais vus lâcher depuis le décembre 2018 à aujourd'hui. Ils ont été de tout temps, de toutes les luttes locales et nationales. Le 4 mars dernier, lors d'une énième table ronde, nous avons été informés de plusieurs avancées majeures pour l'avenir du site de Gardanne. Ces derniers éléments caractérisent des avancées importantes avec des engagements écrits et paraphés par l'État, Gazelle Énergie et la CGT. Ces avancées, c'est la lutte des travailleurs qui les ont permises. Le gouvernement a enfin décidé de porter et d'étudier les projets des travailleurs de la centrale de Gardanne avec plusieurs organisations de la CGT, le syndicat CGT de la centrale de Gardanne, la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, la Fédération nationale CGT des ports et docks, le syndicat CGT des dockers de Fos, le syndicat CGT du Grand Port Maritime de Marseille et l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. Si ces engagements écrits se concrétisent à terme, les travailleurs licenciés pourraient être réembauchés de surcroît au statut des industries électriques et gazières. C'est aussi un projet industriel d'avenir pour le service public de l'énergie. Ce nouvel espoir est un soulagement pour les camarades en lutte depuis des années, même si nous sommes conscients que tout reste à gagner à cette heure. Je les salue, saluons-les ensemble, camarades. Nous le savons dans nos tripes, comme le disait Victor Hugo, ceux qui vivent sont ceux qui luttent, mais également ce sont ceux qui gagnent. Alors, sans vouloir passer pour celui qui insiste, rien ne doit être passé sous silence. La fédération, avec ses syndicats, prendra toute sa responsabilité, sortie de ce 7e congrès, pour interpeller les candidats aux élections présidentielles. Nous le ferons et nous le ferons savoir à toute la CGT, à la presse, aux médias et tous ceux qui nous écouteront. La crise est aussi politique, par les perspectives de vision progressiste qui ont du mal à émerger au sein du monde du travail, y compris dans nos rangs et plus largement dans la société. Cela pose concrètement la question de l'efficacité du syndicalisme de lutte et de transformation sociale, de plus en plus confronté à une addition de problèmes avec leurs freins et leurs potentialités.
Se repolitiser en toute autonomie aiderait à faire connaître nos propositions pour entrevoir des soutiens des politiques progressistes et fédérer les forces vives. La question du renforcement de ces forces progressistes est une éternelle question soulevée dans nos discussions et sans parti pris. Dans notre activité au quotidien, je dirais que l'un doit aller de pair avec l'autre dans un objectif commun, celui de transformer la société. Lorsque cet état et cet objectif sont partagés, en toute autonomie, chacun construit et assume sa propre opinion pour trouver, dans une force progressiste, politique progressiste, un rapprochement de ses idées. Cela se construit et se respecte. Dans l'histoire de notre pays, à chaque fois que la France a connu une crise, la CGT a toujours su aider à des perspectives. Revendications et transformations sociales, ce que nos anciens appelaient au congrès d'Amiens en 1906, la double besogne, au-delà des égaux de toute nature, une perspective politique est attendue, car elle pourrait faciliter le débouché sur le rapport de force. Les choix politiques révolutionnaires sont nécessaires et incontournables pour permettre à notre pays de répondre aux besoins de la nation et non à l'appétit sans limite du capital. La crise est également économique, avec l'accroissement des inégalités de plus en plus criantes et un pouvoir d'achat qui baisse pour le plus grand nombre. Trop de travailleurs et de retraités vivent dans la précarité. Pourtant, ils œuvrent pour vivre dignement avec leur famille. Certains retraités travaillent encore ou recommencent à travailler, car leur pension ne suffit pas ou plus. Et des travailleurs cumulent plusieurs activités, car leur salaire ne suffit pas pour assumer les dépenses du foyer. C'est une régression sociale tout simplement insoutenable. Les tarifs des biens de première nécessité, en perpétuelle augmentation, ne font que pénaliser les citoyens, les usagers, tandis que les salaires n'augmentent que très peu, voire pas du tout, et les pensions baissent encore. Les décisions du gouvernement actuel, qui ne dérogent pas à 20 ans de déréglementation du secteur de l'énergie, font perdurer cette situation injuste. Les camarades, je salue les luttes menées durant toutes ces dernières années et durant 5 dernières années de mandat, celles toujours d'actualité, comme en Loire-Atlantique, à RTE, à Marseille ou à Roubaix, pour Enedis et GRDF, ou encore dans la production hydraulique et toutes les autres que malheureusement je ne cite pas, mais qui sont en cours. Le rapport introductif à la table ronde sur nos revendications immédiates y reviendra plus précisément. Toutes ces luttes ont un point commun, d'exiger une répartition des richesses pour l'augmentation des salaires et des pensions notamment. N'oublions pas que les richesses doivent revenir à ceux qui les créent. Je salue toutes ces luttes qui ont conduit à la gagne. Ces luttes menées à partir de cahiers revendicatifs locaux sont l'essence même de l'action syndicale CGT. Partir des besoins des travailleurs, construire leurs revendications et contraindre par la lutte les employeurs à apporter des réponses concrètes, il ne peut y avoir meilleur ancrage du rapport de force dans les entreprises. La crise est économique aussi car la France a perdu ses industries. Les gouvernements successifs ont laissé les pans entiers de l'industrie française être délocalisés ou sacrifiés sur l'autel de la rentabilité et de la mondialisation. Souvenons-nous également les politiques qui prônaient une France sans usines, ceux-là même qui aujourd'hui portent un mix énergétique sans production pilotable. La France dépend aujourd'hui de l'import de nombreuses matières premières, ce qui coûte énormément aux contribuables et place la nation en position de faiblesse, sans parler de l'impact sur l'environnement. Nous voyons bien que la dépendance aux autres pays et les conséquences des choix faits dans le passé par les politiques menées pour délocaliser
la production et les emplois industriels, ce que la CGT a toujours dénoncé. Ces mêmes choix entraînent des conséquences évidentes pour les services publics. Nous l'avons tous vécu et subi de plein fouet lors de la pandémie de mars 2020, qui a révélé l'impact des politiques publiques successivement, la dérégulation au nom de l'Europe libérale ou du néolibéralisme européen. Ce sont eux qui ont généré tout ce système. Le néolibéralisme, un terme qui désigne aujourd'hui un ensemble d'analyses ou de doctrines inspirées du libéralisme économique. Un courant de pensée qui s'est développé au début des années 1980. Tout comme le libéralisme économique, il souhaite réduire davantage le rôle de l'État. Il critique le modèle de l'État-providence, soutenant que l'État ne devrait intervenir seulement qu'en dernier recours. C'est d'ailleurs pour cela que le néolibéralisme porte l'économie de marché. Un État-providence désigne un État qui intervient activement dans les domaines économiques et sociaux. Les politiques de soutien aux familles, les politiques de soutien aux revenus, le développement des politiques publiques et des services publics. Plusieurs acteurs défendent l'idéologie néolibérale, comme les multinationales, les milieux financiers et certains partis politiques. Ils soutiennent qu'une grande intervention de l'État augmente sa dette. Ils sont pour une plus grande responsabilisation des individus dans le but qu'ils ne soient plus dépendants des aides de l'État. Et pourtant, ces services publics font les différences dans de nombreux pays en termes de santé et d'éducation, pour ne citer que ces activités, cibles permanentes des néolibéraux. Tout ce système néolibéral, conforme aux traités européens que nous dénonçons, n'a rien de solidaire. Il développe année après année des politiques d'austérité dans tous les États, sans exception. Ceci se produit rarement dans l'intérêt des peuples ou de l'intérêt général, mais plutôt pour l'enrichissement de quelques-uns et surtout des actionnaires. Les services publics subissent à leur tour les lois de la concurrence libre et non faussée, et c'est toute l'économie d'un pays qui est touchée. Dans ce système, les requins de la finance s'en sortent toujours avec plus de profits et de dividendes, mais toujours avec cette vision à court et moyen terme. C'est l'étape actuelle du capitalisme qui est contre la transformation de la société. La crise est enfin sociale, avec la remise en cause systématique de tout ce qui est collectif et bénéfique aux droits des salariés. C'est le cas avec les statuts ou les droits réglementaires des branches professionnelles, sans cesse questionnés ou tirés vers la moins-disance. C'est aussi le cas avec la réforme de l'assurance chômage ou celle sur les régimes de retraite qui planent toujours au-delà de l'allongement de la durée de carrière à 65 ans, inscrit dans le programme de Macron, candidat à sa succession. D'ailleurs, peu de candidats aux élections présidentielles, de droite ou d'extrême droite, portent l'inverse dans leur programme. Cela doit nous pousser à réagir vigoureusement. La crise est sociale car les employeurs brisent les collectifs de travail et les individus pour augmenter la rentabilité et leurs profits. Les travailleurs souffrent trop souvent en silence et parfois dans la plus grande ignorance. Cela impacte notre syndicalisme CGT qui, lui aussi, est en crise d'efficacité. La non-tenue des réunions de nos instances syndicales, des congrès des syndicats ou bien encore des réunions de syndiqués qui font la vie syndicale de la CGT fait partie des dommages collatéraux. Conséquence, notre démarche syndicale est aussi en crise. Trop de militants sont en souffrance, se sentant souvent isolés
dans leur action de tous les jours, avec l'impression de ne plus savoir trouver les mots et parfois la sensation de ne plus avoir de conviction, de perdre le sens de leur activité. Pourtant, la volonté d'en découdre reste très souvent vive et présente face à des employeurs qui n'entendent pas les discours syndicaux, qui s'attaquent aux militants, sanctionnent, se comportent avec violence et n'attachent aucune valeur aux revendications portées par les travailleurs. Pour certains camarades, la réalité est aussi, dans leur quotidien, de ne plus trouver la force d'agir dans l'organisation, voire de ne plus s'épanouir dans l'action syndicale. Tout cela démontre finalement que les répercussions d'une crise sociale agissent fatalement sur les femmes et les hommes qui font vivre au quotidien l'activité syndicale CGT. La crise ne devrait pas générer de résignation. Face à elle, la CGT a besoin de se renforcer, de se renouveler, de prendre soin de ses militants, mais aussi de se rassembler en faisant place à toutes les catégories qui composent le salariat, sans exception. Interrogeons-nous sur notre syndicalisme pour évoluer et être en adéquation avec le salariat. Face à toutes ces attaques, serrons-nous les coudes, faisons jouer notre solidarité. Dans l'histoire, rien n'a jamais été facile en termes de conquête sociale notamment. D'une manière générale, nous pouvons affirmer que le syndicalisme n'a jamais connu une telle addition de problèmes aussi multiples et variés, tels que nous les connaissons et les subissons aujourd'hui. Nos anciens ont cru, avant nous, à la force du collectif pour faire bouger les lignes, certes dans des circonstances différentes, mais tout aussi dures à vivre en leur temps. Ils ont su gagner malgré les obstacles. Ayons confiance en nous, croyons en notre capacité à lutter et à faire vivre la CGT, les yeux tournés vers les étoiles et les pieds bien ancrés sur terre. L'utopie doit nous aider. Je vais maintenant évoquer le sujet fondamental de la formation syndicale. Il sera nécessaire, malgré toute la pression imposée par l'actualité, que le 7e Congrès fédéral s'engage avec détermination, offensif, solidaire, engagé, renforcé, tel que nous le rappelle le slogan osé de ce 7e Congrès fédéral. Il s'agira avant tout d'accepter collectivement que notre priorité soit de former de nombreux militants pour regagner en efficacité. Dans la prochaine mandature, la Fédération devra prioriser la formation syndicale. Pour former les secrétaires généraux des syndicats et les collectifs des commissions exécutives des syndicats, former des responsables à l'organisation ou à la vie syndicale, des responsables à la coordination et à l'animation des luttes, des trésoriers ou des responsables à la politique financière, tout cela sera un incontournable. Se former, c'est aussi sortir du champ fédéral en participant aux formations premier et deuxième niveau organisées par les unions départementales et les unions locales. Ces formations sont aussi essentielles que riches pour les militants de toute la CGT. Et pourquoi ne pas innover sur ce thème? Il n'existe pas le prêt-à-porter. Nous pourrions aussi faire du sur-mesure, penser de nouveaux formats de formation, de nouvelles journées d'études. Soyons inventifs, mais surtout, ne restons pas les bras croisés. Les camarades, il y a urgence. La crise sanitaire nous a obligés à reporter de nombreuses formations et le travail de rattrapage sera long. Et pourtant, nécessaire pour permettre à tous les militants de la CGT d'être prêts pour accomplir leur mandat. Je vous propose que le comité exécutif fédéral qui sera élu jeudi lors de ce 7e congrès soit responsabilisé dans le suivi de la formation des premiers militants des syndicats. Je vous propose aussi que le secrétariat fédéral qui sera élu
par le comité exécutif fédéral soit chargé du suivi de la formation des dirigeants du comité exécutif fédéral. Sous l'impulsion et la coordination du comité exécutif fédéral, le Conseil général de la Fédération, les syndicats assureront chaque année et pendant toute la mandature le suivi de la formation syndicale. Vous l'avez compris, j'attache une importance primordiale à la formation syndicale car je suis convaincu que pour s'engager pleinement à militer dans la CGT, les camarades ont besoin d'être formés. C'est également la clé du renouvellement militant. Nous devons tous nous en préoccuper régulièrement. Se former doit devenir une priorité dans un mandat pour permettre d'acquérir les bases théoriques et politiques solides. Il est indispensable d'être aguerri au mauvais coup des violences patronales, car être un militant CGT, c'est être engagé dans un affrontement de classe permanent. Je ne suis pas seul à penser que la formation syndicale doit devenir une priorité. Lors des conseils généraux décentralisés tenus au mois d'octobre 2021, de nombreux camarades militants des syndicats ont témoigné d'un constat alarmant sur la formation des premiers dirigeants des syndicats. Peut-être avons-nous besoin de mieux savoir proposer et impulser les formations syndicales, de mieux faire comprendre l'intérêt d'être formé. Ce n'est pas une perte de temps. Même si nous connaissons la frustration des agendas, toujours plus contraignants et surtout chargés. Au contraire, se former doit être appréhendé comme une parenthèse. Les formations sont en effet des occasions importantes de rencontrer et connaître d'autres syndicalistes, de partager et échanger des bonnes pratiques, de grandir politiquement. Et sans qu'elles soient répertoriées dans le catalogue, les formations au quotidien sont aussi importantes. Le transfert des compétences et d'expériences est primordial. Nous devons prendre le temps d'accompagner les nouveaux militants pour ne pas les jeter dans le grand bain sans bouée. Nous manquons aussi de formateurs. Même si des retraités continuent d'assurer un nombre important de formations, il nous faudra aussi renouveler notre collectif de formateurs. C'est une priorité également. Sans eux, nous ne pourrons assurer l'avenir efficacement. Les seules formations qui se sont organisées à ce jour sont les formations spécifiques pour le mandat au sein des CSE. Mais former un camarade pour un mandat en CSE, sans lui donner les bases d'une formation CGT, c'est faire les choses à moitié. Il ne s'agirait surtout pas de se former uniquement au mandat dans les IRP, bien au contraire, pour être efficace en IRP et porter les valeurs de la CGT, il s'agit de maîtriser notre portage revendicatif, notre histoire et ce pourquoi nous luttons depuis toujours. Les bases politiques dispensées en formation sont essentielles, les camarades. J'ai la conviction que de nombreux camarades n'ont pas encore suivi les formations de premier et deuxième niveau CGT, alors qu'elles donnent à comprendre et à se servir de l'outil IRP pour mener de concert l'action syndicale et revendicative. Je mets en évidence cet exemple car c'est une réalité. Je l'entends à chaque fois que je me déplace dans les régions ou dans les syndicats. Nous devons sortir du carcan dans lequel les employeurs tentent d'attirer les organisations syndicales en professionnalisant les mandats en IRP. Les IRP sont un lieu de confrontation de classe. Elles doivent être utiles à la lutte et permettre de porter nos revendications et celles des travailleurs. Vous l'aurez compris, ce 7e congrès doit aboutir à décider d'un plan de formation syndicale d'ampleur pour tous les militants des syndicats et du prochain comité exécutif fédéral. Ceci est aussi valable pour l'ensemble de nos militants des organismes sociaux et de santé qui doivent être des vecteurs forts du portage CGT.
Valorisons ensemble cette démarche et mettons en évidence que la formation syndicale est émancipatrice. Elle permet aussi de se forger des opinions tout en développant son esprit critique et d'analyse. Je vais maintenant développer un certain nombre d'éléments concernant la fédération et ses syndicats, les rôles de chacun. Je vais d'abord vous citer pour rappel le rôle statutaire d'un syndicat, mais aussi celui de la fédération. Le syndicat est l'organisation de base de la CGT. Un syndicat définit lui-même son mode de fonctionnement et de constitution, notamment par la mise en place de sections syndicales dans les formes les plus adaptées, répondant aux besoins des syndiqués et privilégiant un syndicalisme de proximité. Un syndicat vise à développer la démocratie syndicale, l'intervention individuelle et collective des adhérents, leur formation et la syndicalisation, l'information, le débat, la construction avec les travailleurs des revendications et des moyens de les faire aboutir, la prise en compte des diversités du salariat et la recherche des convergences. La fédération, quant à elle, se fixe pour but de coordonner et d'impulser l'activité syndicale et revendicative des syndicats qui la composent. Fin de citation. Ce 7e congrès doit nous permettre de revenir aux fondamentaux et d'avancer tous ensemble dans le bon sens. Pour réussir à avoir une fédération tournée vers ses syndicats dans toute leur diversité, il ne faut pas dévier dans l'excès de devenir un syndicat national, mais bien une fédération répondant aux besoins de ces syndicats. Lors de ce 7e congrès, vous allez décider des orientations générales pour les 3 prochaines années. Il est impératif, dans notre débat sur la vie syndicale, de n'éluder aucun sujet. Ce qui va, ce qui ne va pas, depuis les syndicats jusqu'à la fédération. Par exemple, est-ce que la fédération joue pleinement son rôle? Est-elle allée trop loin sur certains sujets? Les critiques sont essentielles pour avancer et progresser. Au quotidien, la fédération est énormément sollicitée. Elle œuvre pour tenter d'apporter des réponses, chercher des solutions, mais est-ce réellement, sur chaque sujet, à chaque fois, son rôle? Doit-elle se substituer au rôle des syndicats ou n'est-ce pas tout simplement, parfois, plus simplement de demander un arbitrage fédéral? La fédération ne peut pas intervenir à chaque fois et dans n'importe quelle situation, elle n'en a pas tout simplement les moyens. Collectivement, soyons francs et sincères pour améliorer notre vie syndicale. La fédération, c'est nous, tous ensemble. Chacun dans son rôle, remettons de l'ordre dans notre fonctionnement collectif. Le syndiqué doit redevenir la pierre angulaire du fonctionnement des syndicats pour une meilleure démocratie syndicale. À ce sujet, faisons vivre les différents outils qui aident les militants à s'appuyer et compter sur les syndiqués pour recueillir leur avis. Sinon, à quoi ça sert d'être syndiqué? Il vous sera présenté jeudi notre outil de consultation, Consulte, que la Fédération a choisi de développer et mettre à disposition des syndicats pour les aider à favoriser les consultations et donc, par définition, à l'expression de tous les syndiqués. À condition que les syndicats s'en emparent, il nous aidera dans notre vie syndicale, dans nos organisations, pour la prise en compte de nos adhérents, sans se substituer au travail de proximité. J'enchaîne maintenant sur le thème de la démocratie à la vie syndicale et au renforcement de la CGT. La fédération, avec ses syndicats, doit retrouver de la démocratie syndicale dans son activité. Les syndiqués doivent être au cœur de toutes les décisions. Trop souvent, le débat collectif se limite à quelques camarades qui ne constituent pas forcément une assemblée de syndiqués et encore moins une instance de syndicats. Remettons en place des sections syndicales où les syndiqués peuvent débattre
et décider. Beaucoup de jeunes camarades ont obtenu des mandats au sein des syndicats et nous devons nous en féliciter. C'est un travail de renouvellement qu'il nous faut souligner. Seulement, ces jeunes camarades doivent être accompagnés tout en leur laissant une grande autonomie. Il ne s'agit surtout pas de les mettre sous tutelle, mais bien de les épauler dans leur prise de mandat sans paternalisme. Tout est question d'équilibre et d'adaptation des militants, les uns par rapport aux autres. L'objectif étant de leur donner les clés de la réussite, de la qualité d'une vie syndicale au service de la lutte pour gagner sur les revendications des travailleurs et des retraités, mais aussi contribuer à la transformation de la société. La CGT porte la nécessité de faire prendre conscience aux travailleurs et aux retraités qu'être syndiqué à la CGT constitue une réelle force collective au service de l'exercice du contre-pouvoir, encore plus en y étant un syndiqué acteur. En France, se syndiquer reste un choix, et pour la CGT, c'est bien une adhésion que nous recherchons avec des syndiqués conscientisés. Les syndiqués constituent le noyau du rapport de force de la CGT, dont les rangs peuvent s'élargir chaque jour par l'adhésion du plus grand nombre de travailleurs et de retraités. Ceux-là même qui doivent mesurer qu'être syndiqué à la CGT, ça sert, ça aide, ça permet de résister, ça contribue à faire reculer des mauvais coups et ça permet de gagner. Au 31 janvier 2021, la CGT représente un rapport de force de 592 931 syndiqués en 2020. Quant à la fédération, elle représente un rapport de force de 43 284 syndiqués en 2020, 25 133 syndiqués actifs et 18 151 syndiqués retraités. Cette tendance baissière est réelle et nous la regrettons collectivement. Cependant, ne soyons pas fatalistes, les marges de progression sont très importantes. Nous pouvons enrayer cette tendance et l'inverser. Pour cela, motivation et détermination sont nécessaires si l'on regarde les secteurs professionnels que la Fédération couvre par ses syndicats constitués sur un ou plusieurs territoires, sur un ou plusieurs établissements, ou encore nationalement. Le développement de la syndicalisation est l'affaire de tous, de chaque militant, de chaque élu, de chaque mandaté. Mettons en place des plans de renforcement et de reconquête, fixons-nous des objectifs et redonnons confiance aux camarades. Le lancement de l'outil Consulte, autour d'une campagne forte avec des slogans « La Fédération prend en compte ta voix » ou encore « Fais entendre ta voix » permettra de lancer un nouvel élan de syndicalisation post-congrès. Il faut aussi réapprendre à proposer la carte CGT. La question du passage à la retraite est aussi à intégrer. De nombreux militants rendent leur carte à ce moment-là, voire peu avant, lors de leur mise en congé épargne-temps. Alors, la continuité syndicale doit être également priorisée en l'anticipant par de la pédagogie syndicale. Pourquoi ne pas préparer au départ à la retraite par une formation CGT, jeunes retraitables par exemple? Pourquoi ne pas impulser des formations jeunes simultanément avec l'intergénération, symbole fort et de concrétisation de notre volonté de maintenir le lien intergénérationnel et de passage de flambeau. Au-delà de la syndicalisation, le vote de la CGT compte et la représentativité de la CGT peut largement progresser en fonction des résultats obtenus dans les entreprises découlant d'une CGT visible, audible et crédible. Je crois toujours en une CGT de classe et de masse, y compris avec la transformation du salariat. D'ailleurs, cette évolution devrait être abordée comme un atout et non un frein. Je milite pour une grande campagne de renforcement de toute la CGT
plus que jamais d'actualité. À notre niveau, au sein de la fédération et de ses syndicats, cela pourrait se traduire par des actes et des orientations concrètes. Cette grande campagne de renforcement pourrait mettre en évidence la reconnaissance de l'individualité au service du collectif et en même temps ce que représente la force d'un collectif. Il serait utile de promouvoir cette grande campagne de renforcement par des slogans comme « Se syndiquer pour être libre et solidaire ». La solidarité est une valeur fondatrice, universelle et fondamentale du syndicalisme. Compte tenu de l'éclatement et de la transformation des entreprises, la notion de solidarité vise à rassembler tous les travailleurs, quelle que soit leur entreprise d'appartenance. Une grande campagne mettant la solidarité en lumière permettrait aussi d'éviter, par exemple, les égaux catégoriels ou de métier qui polluent le quotidien au lieu d'avancer dans un même sens, dans le même but. Cette thématique de solidarité trouve un écho fort chez les plus jeunes. Le slogan « Être plus nombreux pour gagner » donnerait du sens. Il porterait l'idée de la nécessité de meilleures garanties collectives ou de nouveaux statuts au moment où direction et gouvernement veulent les remettre en cause. Au lieu de mettre en concurrence les travailleurs, de favoriser l'individualisme et le repli sur soi, la fédération veut tendre à un statut de l'énergéticien. Je connais un outil qui aide à renforcer la CGT, mais qui doit être développé et davantage mis en exergue partout sur le territoire. C'est la formation d'accueil. C'est le meilleur rempart face au populisme qui gagne les travailleurs que nous représentons. Mieux s'organiser collectivement et mieux organiser les syndicats supposerait de gagner en conscience et cela constituerait un autre atout pour mener des luttes gagnantes et ouvrir des perspectives de changement social. J'enfonce des portes ouvertes car je suis convaincu que faire progresser la CGT par le nombre de syndiqués et par la représentativité, c'est largement possible. Les journées de mardi et mercredi seront consacrées à notre qualité de vie syndicale. Alors, je vous invite, mes camarades, avec enthousiasme, à vous inscrire dans les débats pour vous exprimer sur cet aspect crucial de l'avenir de notre activité militante. Bon, désolé, je fais une petite pause, vous pouvez, en effet. Bois un coup, Seb. Parlons maintenant de notre fédération. Qui sommes-nous réellement? Chers camarades, en tant que délégué au 7e congrès, je vous ai envoyé par mail un courrier dans lequel j'indiquais « Ce 7e congrès doit vous permettre de débattre toute la semaine avec l'ensemble des délégués des syndicats de notre champ fédéral. Au-delà de ce qui nous lie, par exemple, nos régimes spéciaux et particuliers, de santé ou de retraite, ayons conscience que nous sommes porteurs d'une solidarité exceptionnelle à travers nos statuts. Bien connaître notre histoire nous permet aussi de mieux appréhender nos choix syndicaux et nos orientations. Notre histoire a vu s'unir deux fédérations en 1999 lors du congrès de Grenoble. Mais avant encore, en 1989, au congrès fédéral de Caen, l'Union nationale des syndicats de l'énergie atomique, qui regroupait toutes les composantes de la filière de l'énergie atomique, s'affiliait à la Fédération nationale de l'énergie, appelée la FNE. Puis, en 1999, la Fédération des travailleurs du sous-sol et la Fédération nationale de l'énergie s'unirent pour former la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, la FNME-CGT. Cette histoire, notre histoire, nous devons en être fiers. Cette union des électriciens, des gaziers, des énergéticiens de l'atome et des mineurs sont les fondements de la Fédération.
20 ans plus tard, je ne crois pas, et surtout pas, qu'il nous faille débattre de travailler à une séparation. Je crois en notre capacité à faire évoluer la fédération pour la rendre moins industrie électrique et gazière et davantage transverse avec l'énergie atomique et les mines. Transverse sur son champ fédéral et ses diversités. J'en profite d'ailleurs pour réaffirmer qu'il nous faudra être précis dans nos positionnements et expressions et veiller à ne pas confondre diversité, terme employé quand on évoque les retraités, les jeunes, les femmes, terme qu'on pourrait associer au métier également, et spécificité, terme lié à la fonction hiérarchique qui intègre alors les ingénieurs, les cadres et les techniciens quand on aborde notre Union fédérale des ingénieurs, cadres et des techniciens, notre UFICT. Ce sujet sera davantage développé durant les travaux du Congrès. Nous devons porter collectivement cette ambition de transversalité et d'intégration des diversités et des spécificités au sein de la Fédération dans un esprit de conquête pour gagner des droits nouveaux pour tous les travailleurs et retraités des mines, de l'énergie atomique et des IEG. Nous devons être offensifs, solidaires, engagés et renforcés parce que notre rapport de force, 20 ans après, s'est affaibli, et ce, malgré les grandes luttes menées dans chaque corporation. Nous ne pouvons pas rester spectateurs de cet affaiblissement de notre vie syndicale et de notre action de force dans certains domaines. Cette démarche devra aussi s'inscrire dans notre lien et notre relation à la Confédération. En effet, il va nous falloir de plus en plus travailler collectivement avec les autres fédérations de la CGT, traversées elles aussi par les sujets énergétiques. C'est le cas avec la Fédération nationale des industries chimiques, la FNIC, et la Fédération des travailleurs de la métallurgie, la FTM. Nous devons continuer à amplifier nos relations et la proximité pour établir des revendications communes et partagées, par exemple, pour travailler sur le sujet du statut de l'énergéticien qu'il nous faudra bâtir collectivement. Ce travail multifédération CGT doit impérativement conduire à la définition d'une position confédérale sur l'énergie. Des journées confédérales sur la thématique ont pu avoir lieu, mais ce n'est pas suffisant pour construire une position confédérale tant attendue sur l'énergie. Et c'est d'ailleurs rageant lorsque l'on voit une autre organisation syndicale qui faisait la une de la matinale de France Inter le 2 mars dernier en raison de la publication de son scénario énergétique 2050. Alors que le programme progressiste de l'énergie est connu depuis 3 ans et déjà, il constitue une base pour toute la CGT. Qu'attend la Confédération pour ouvrir un débat au sein du Comité confédéral national? L'énergie, les camarades, c'est un enjeu de société. Alors, pour être audible et surtout peser dans le débat national et international, la CGT doit porter un projet énergie confédéral. L'énergie n'est pas la seule affaire de la Fédération, et nous l'acceptons bien volontiers. Mais l'évitement sur ce sujet ne pourra plus durer. Je vous invite, dans le cadre de la préparation du 53e congrès confédéral, qui se déroulera du 27 au 31 mars 2023, à porter ce débat dans vos syndicats et dans les unions départementales. C'est un débat majeur. Que sommes-nous devenus depuis plus de 20 ans? D'abord, et c'est important de le préciser, chaque secteur d'activité a connu les soubresauts de fermeture de sites, des réformes de structure,
des transformations, des fusions et des privatisations des entreprises. Des attaques dans les domaines de la protection sociale, des statuts et des garanties collectives se sont succédées dans tous les champs de la Fédération. Dans les industries électriques et gazières, les monopoles publics sont devenus des monopolies capitalistiques, conséquence de la dérégulation du secteur énergétique. Des groupes mondialisés se sont créés, composés de sociétés ou de filiales détenues par certaines, par des capitaux publics et privés, ou privés, mais peu restent encore totalement publics. Bienvenue dans le système capitaliste où l'énergie, reconnue comme un bien de première nécessité, dépend intégralement du marché. Cela a un impact sur le service public de l'électricité et du gaz. C'est toute la bataille que mène la Fédération avec ses syndicats, les syndiqués, les travailleurs et retraités pour gagner la sortie du marché et pour gagner un véritable service public de l'énergie. Les camarades, nous voulons aussi gagner une nationalisation nouvelle des entreprises, avec comme objectif, à moyen terme, une démocratisation participative par l'intervention des salariés, des usagers, mais aussi des élus de la République territoriaux et nationaux. Il nous faut gagner de véritables monopoles publics nationaux dont le statut juridique restera à affiner sans nul doute. Dans notre programme progressiste de l'énergie, nous portons comme statut juridique le retour à un établissement public à caractère industriel et commercial, en l'occurrence un EPIC électricité et un EPIC gazier. Pour autant, seul ce statut ne répond pas, à date, à notre volonté d'une réelle solution pour tendre à une sortie du marché. C'est d'ailleurs notre revendication au global qui porte la bonne solution. Des entreprises publiques avec un contrôle et une maîtrise publique pour une énergie reconnue comme un bien commun. Alors si tout le monde s'accorde à reconnaître l'électricité comme un bien commun, finalement, le statut juridique d'une entreprise qui a la charge de ce bien commun ne devrait-il pas devenir une propriété sociale qui ne peut être cédée et donc inaliénable? Je pourrais développer les mêmes similitudes pour le gaz et l'énergie atomique. Vous aurez l'occasion de disserter sur ce sujet jusqu'à jeudi matin, à l'occasion d'une table ronde qui sera organisée sur la présentation de notre programme progressiste de l'énergie. Il s'agira de rappeler nos ambitions pour les droits statutaires et les garanties collectives du secteur de l'énergie. N'hésitez surtout pas à intervenir en intégrant que la Fédération a fait évoluer son orientation d'un pôle public de l'énergie vers un véritable service public de l'énergie au travers de notre programme progressiste de l'énergie. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que le concept de pôle public fut une étape dans nos orientations que nous avons su collectivement dépasser, même si dans la CGT, nous voyons encore quelques écrits y faire référence à tort. Toujours dans les IEG, l'activité est prenante et intense sur les garanties statutaires et collectives. Actuellement, il y a une volonté des employeurs de réformer le système de classification-rémunération historique. La Fédération est loin d'être satisfaite des propositions des employeurs, ce qui a d'ailleurs généré des journées nationales de grève, assez bien suivies par les agents, mais le rapport de force doit s'intensifier pour que les employeurs acceptent de revoir leur copie. D'ailleurs, ils pourraient probablement demander un avis de la tutelle s'ils n'emportent pas l'adhésion attendue par la signature des fédérations syndicales représentatives. Dans les activités sociales, les attaques sont, elles aussi, incessantes et mobilisent énormément d'énergie pour tous les camarades élus et mandatés du local au national.
Les activités sociales sont un sujet qui entraîne de nombreux débats passionnés et qui, dans la dernière mandature, ont énormément mobilisé nos instances fédérales. Il est important d'intégrer que de vastes sujets nous attendent à très court terme dans ce domaine. Restauration méridienne de la CCAS, statut des agents mis à disposition des activités sociales et moyens bénévoles, pour ne citer que ces trois-là. J'en profite d'ailleurs pour informer les délégués au 7e Congrès fédéral que la CCAS est à nouveau sous le coup d'une enquête de la Cour des comptes pour la période 2010 à 2021. La Fédération, par l'intermédiaire du secrétaire général, sera aussi soumise à une audition de la Cour des comptes après le congrès de la Fédération. Dans le secteur des mines, depuis 25 ans, la quasi-totalité des mines a été liquidée en France sur fond de délocalisation massive des productions de base et des industries manufacturières vers les pays à faible normes sociales. À la liquidation totale s'ajoute la faiblesse de recherche de gisements et de l'exploration des substances comme des ressources minières nationales. Aujourd'hui, la corporation minière est composée de mineurs et d'ayants droit retraités qui voient leur effectif fondre au rythme de 6% par an, les veuves y étant aujourd'hui plus nombreuses que les retraités. Les actifs se trouvent aux mines de sel de l'Est, à Total, au Bureau des recherches géologiques minières, le BRGM, à la Compagnie géologique géophysique, la CGG, et surtout, 4 500 salariés sont issus de la sécurité sociale minière et de l'Agence nationale des garanties et des droits des mineurs, la NGDM. En 2022, les mineurs disposent toujours de leur régime spécial de caisse de sécurité sociale minière. De bataille en bataille, ils ont réussi à faire respecter la prise en charge à 100% des prestations maladie, la non-application des franchises et forfaits, hormis le forfait hospitalier, ainsi qu'une action sanitaire et sociale particulière. Il y a 10 ans, le président Sarkozy avait pourtant programmé la dissolution de leur caisse dans le régime général au plus tard au 31 décembre 2013. Le réseau de santé, ouvert à tous les affiliés sur les anciens bassins miniers, y compris aux camarades des IEG, devait être éclaté et être offert aux acteurs privés ou associatifs. Les mineurs sont parvenus à faire abroger ce funeste décret et à obtenir que le statut du mineur reste en vigueur grâce à la lutte et à la mobilisation. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il fait chaud. En juin 2021, le gouvernement du président Macron a réactivé la menace, mais les camarades mineurs ont su la repousser. Pour autant, le travail continue et la vigilance reste de mise. Les syndicats des mineurs sont historiquement très engagés au sein de l'activité et des structures interprofessionnelles locales. D'ailleurs, certains de ces syndicats sont installés dans les unions départementales ou les unions locales. La participation de militants mineurs aux instances fédérales, régionales ou nationales ou au groupe de travail du comité exécutif fédéral devient difficile à assumer. Les mineurs veulent que leur coordination nationale au sein d'un secteur mine fédéral soit préservée afin d'assumer efficacement les priorités revendicatives des syndicats, notamment les droits, les acquis et la sécurité sociale. De façon pragmatique, le lien avec le comité exécutif fédéral, mis en cohérence, passe aussi par cette coordination nationale des mineurs. Sachez, mes camarades, qu'il n'est nullement question de remettre en cause ce fonctionnement actuel, car vous le souhaitez, alors pourquoi le remettre en cause ?
Le conflit que la Russie vient d'engager en Europe, dont j'ai dit tout à l'heure la portée et les dangers pour les différents peuples, va aussi considérablement modifier les échanges internationaux. La question de la dépendance nationale aux importations ne manquera pas de revenir en boomerang, tant les exploitations des substances minières énergétiques ont été externalisées, charbon, gaz et uranium. Notre pays va payer très cher les errements de cette politique qui a totalement sous-traité l'accès aux ressources minières à des pays peu respectueux des hommes, de la nature, pourvu que leurs profits soient maximisés. Cela paraît évident pour les minerais stratégiques. Cela met en lumière les enjeux sociétaux et environnementaux qu'il nous faut impérativement intégrer. Pour les téléphones et les futures voitures électriques, faut-il délocaliser nuisances et pollution loin de nos regards, là où les règles sociales et environnementales sont sans aucune mesure comparables aux nôtres? La crise internationale majeure qui se manifeste alors que nous tenons ce 7e congrès fédéral peut rabattre les cartes de la question minière et presse toute la fédération à s'y préparer. Sur le secteur de l'énergie atomique, depuis 2015, les salariés ont subi l'éclatement du groupe Areva, conséquence du ralentissement du nucléaire post-Fukushima et déserrement stratégique de l'ancienne présidente Anne Lauvergeon, qui se veut désormais consultante experte dans le domaine. Désormais, le groupe Orano, c'est plus d'une vingtaine d'entreprises. L'éclatement de ce groupe n'est pas neutre dans l'implication de la CGT et donc sur son action au quotidien. La suppression des emplois sur les sites et les transferts d'activités vers les filiales du groupe qui organisent la précarisation des droits des salariés sont les préoccupations des travailleurs. Cela appelle au sein de la fédération de renforcer les liens entre les syndicats de la filière du nucléaire qui sont confrontés aux mêmes problématiques d'externalisation de l'activité, de qualité de l'emploi pour retrouver l'excellence de cette industrie. À La Hague, les projets évaporateurs et convergence sont, surtout pour le deuxième, très anxiogènes pour les salariés. Les enjeux de stockage de matières radioactives sont structurants et pallient pour partie les difficultés de production de mélox. À Marcoule, les incertitudes sur l'avenir sont liées à l'établissement des contrats avec le CEA et EDF. La CGT, 4e organisation représentative, est implantée dans la plupart des établissements du groupe. Les élections de représentativité chez Orano Cycle auront lieu en octobre 2022. C'est un enjeu fort pour toute la fédération. Toujours dans le secteur, l'Andra a un statut d'EPIC. C'est aussi un établissement de recherche composé de plusieurs établissements, dont la sociologie est composée à plus de 70% de chercheurs, ingénieurs et cadres. La représentativité de la CGT se situe autour de 30%. L'État a confié à l'Andra l'inventaire et le suivi des matières radioactives pour l'ensemble des secteurs industriels, médicaux, de recherche et des contrôles non destructifs. Le projet CIGEO va entrer en phase industrielle et l'activité de l'Andra va se développer. Le chantier emploiera plus de milliers de travailleurs et le collectif attend beaucoup de la fédération en termes d'appui et d'aide sur les garanties collectives notamment. Depuis plus de 70 ans, le commissariat à l'énergie atomique est la matrice de l'ensemble du savoir-faire français en matière du nucléaire et assure le conseil auprès du gouvernement sur les stratégies civiles et militaires, nationales et internationales. Cet établissement public, industriel et commercial est scientifiquement incontournable pour affronter les enjeux environnementaux et sociétaux que notre pays et plus largement l'humanité doit se résoudre à régler. Ceci grâce aux chercheurs et techniciens du commissariat
qui, depuis 1945, ont, par leurs valeurs et leur engagement, contribué à sa renommée. Ils ont su s'adapter aux crises, qu'elles soient politiques, économiques ou sanitaires, et ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes pour l'indépendance énergétique et la souveraineté de notre pays. Mais les restrictions sur les programmes de recherche publique au profit de l'innovation, en structurant le secteur autour de partenariats publics-privés, affaiblissent notre capacité à relever les défis de demain. C'est ce qui est clairement établi comme avenir pour le CEA, contraint de tutorer des start-up chargées de développer les prochains réacteurs de recherche à sel fondu au détriment des moyens pérennes pour financer la recherche publique. C'est aussi ce qui se profile après-demain pour développer la filière de réacteurs nucléaires de 4e génération, nécessaire pour mieux fermer le cycle et respecter les traités internationaux de non-prolifération des matières radioactives. La plus grande mine d'uranium disponible se trouve dans les piscines de refroidissement où est entreposé du combustible usé. La Fédération réaffirme qu'il est indispensable d'investir et de procéder à la poursuite du projet Astrid qui permettrait aux générations futures de disposer d'une énergie abondante pour plusieurs centaines d'années. Depuis Marcoule, Saclay, Valduc et Cadarache, ce sont les salariés sur ces sites qui ont permis à la France de se doter d'une certaine indépendance énergétique. La Fédération réaffirme le besoin criant de moyens pour la recherche. La reconnaissance financière des personnels et le sens au travail sont essentiels pour répondre aux nécessités sociales et environnementales et à la préparation de l'avenir pour le service public de l'énergie. Par ailleurs, les salariés de Technip Atom, dont l'histoire est imbriquée avec celle du CEA, se sont retrouvés intégrés au groupe Areva entre 2001 et 2017. Ils ont dû mener une lutte importante pour éviter que l'entreprise ne soit dissoute. Ce sont ces compétences qui ont été mises à profit pour développer le contrôle-commande avec Alstom dans le ferroviaire. Elles seront aussi mises à profit pour engager le programme français des petits réacteurs modulaires, je ne le dirai pas en anglais, désolé, dont la puissance est comprise entre 50 et 300 MW électriques. Tous les indicateurs économiques et financiers de l'entreprise sont au vert et battent des records, mais la direction s'acharne à tirer les politiques sociales vers le bas. Ceci alors même que l'entreprise est très rentable et qu'elle a des perspectives d'activité et une visibilité dégagée sur plusieurs décennies. Mes camarades, il s'agit maintenant d'aborder avec vous les perspectives de lutte pour la Fédération. À court terme, faisons la démonstration du rapport de force pour la journée confédérale du 24 mars 2022 à l'initiative des 9 UCR. Cette journée permettra de porter les revendications des retraités, notamment celles de leur pouvoir d'achat et de leur qualité de vie. Inscrivons-nous dans la construction de cette journée pour dénoncer ce que subissent les retraités et incitons à la syndicalisation des actifs comme des retraités. À cette occasion, allons-y gaiement, luttons et syndicalisons. Depuis 2018, les syndicats des industries électriques et gazières ont, sans relâche, mené une bataille interne et externe pour l'avenir du service public de l'énergie. À l'époque, en pleine lutte des cheminots pour s'opposer à la privatisation de la SNCF et du service public du rail, nous avons fait le choix de mener de concert avec nos camarades cheminots la lutte pour l'avenir du service public de l'énergie. Il faut dire que cette même année était discutée dans un débat public la programmation pluriannuelle de l'énergie sous la direction de la ministre de l'Écologie, Elisabeth Borne, devenue aujourd'hui la ministre du Travail.
Oui, vous pouvez. Comme ça me permet de boire un coup. S'est enchaînée une campagne de communication par des affiches, des flyers, des films, main basse sur l'énergie, gaz flouze à tous les étages, 3 journaux 100% publics, des courriers d'interpellation des élus de la République, les députés, les sénateurs et les maires de France. Puis, tout le travail collectif réalisé pour la rédaction de notre programme progressiste de l'énergie, avec, dans un premier temps, l'aboutissement de sa partie électricité venant en dissonance contre la privatisation d'EDF, vantée par son PDG, mais aussi par le gouvernement et en toile de fond par la Commission européenne. Dernièrement, la partie gaz du PPE a été finalisée et vient également contester l'énième transformation du périmètre du groupe Engie, mais aussi sa privatisation totale. Ce travail, les camarades, gigantesque, on l'a. Il faut le porter maintenant partout et gagner ce projet d'ampleur pour toute la société. Pendant 4 ans, les électriciens et gaziers ont lutté pour s'opposer aux fermetures des sites thermiques et la perte de 10 gigawattheures de capacité pilotable retirée du réseau, auxquels s'ajoutent les 1,8 gigawattheures de la centrale nucléaire de Fessenheim. Là aussi, les camarades, pendant 4 ans, on n'a pas chômé. Aujourd'hui, ces productions, elles manquent à l'appel. Au même moment, EDF est mis au pilori par le gouvernement qui augmente le plafond de l'Arenh pour les concurrents. Là aussi, les limites du marché sont pointées. Je salue tout le travail engagé par les élus du CSEC d'EDF SA qui veillent au quotidien et qui défendent l'intérêt des salariés d'EDF SA pour toutes leurs démarches, notamment avec la campagne du CSEC, #pour une énergie publique, mais aussi contre l'augmentation du plafond de l'Arenh. Je salue également tout le travail des mandatés de la Fédération au Conseil supérieur de l'énergie qui, avec l'interfédéral, ont activement œuvré pour faire annuler le 3 mars 2022 la délibération de la Commission de régulation de l'énergie visant à l'augmentation de 20 TWh d'Arenh pour empêcher l'adoption des textes associés. Nous pouvons nous féliciter d'avoir contribué au rejet du texte modifiant les modalités de fonctionnement de l'Arenh. Le processus est donc tout simplement suspendu à date. D'ailleurs, une plainte, on peut les camarades. D'ailleurs, une plainte sera déposée sur ce sujet dans les prochains jours auprès de la Commission européenne pour ouvrir une procédure d'examen formelle à l'encontre du gouvernement français. Cette séance du Conseil supérieur de l'énergie a également été marquée par une déclaration de la Fédération sur le gaz. En effet, en lien avec la crise et la guerre en Ukraine, le gouvernement rétropédale et se voit dans l'obligation de mettre en œuvre ce que la Fédération revendique depuis des années. Le retour à une réelle démarche de stockage gaz pour sécuriser l'approvisionnement notamment. C'est un désaveu du gouvernement de sa propre programmation pluriannuelle de l'énergie actuellement en vigueur. Là aussi, les camarades, nous pouvons nous en féliciter. Je salue aussi l'engagement des camarades des CSEC d'Enedis et de GRDF qui ont, avec leurs moyens et les campagnes déployées, contribué à être visibles, audibles pour l'avenir du service public de l'énergie. Les stratégies des groupes EDF et Engie sont totalement bousculées dans le contexte géopolitique actuel. Profitons de l'occasion pour appeler notre portage revendicatif et sachons réaffirmer nos positions. Nos projets alternatifs sont réalistes, crédibles et réalisables.
Ils répondent aux enjeux de demain. Pendant 4 ans, les électriciens et gaziers ont su battre le pavé pour défendre les intérêts des usagers et l'avenir du service public de l'énergie. Des grèves, des rassemblements, des réunions publiques, des séances vidéo suivies de débats publics, des réunions conjointes avec des élus de la République, des distributions massives de journaux 100% publics, des manifestations régionales et, les camarades, une grande manifestation nationale le 22 juin 2021. Cette lutte s'est inscrite sur le long terme dans une stratégie validée collectivement. Il ne serait réaliste de penser qu'en seulement quelques jours de grève, nous pourrions faire bouger tout un système capitaliste et néolibéral. Mais avec beaucoup de sérieux et de détermination, soyons convaincus que c'est possible. Notre projet de société doit nous y aider. Nous sommes inscrits dans une lutte profondément idéologique. N'oublions jamais que la génération de Marcel Paul a su trouver sa voie et sa voie. Pourquoi la génération que nous représentons ne serait-elle pas entendue, écoutée et nos revendications pas mises en œuvre? Soyons convaincus, les camarades, que nous sommes capables de gagner. Regardons ce qui se passe autour de nous. Le système se désagrège. N'ayons plus de doute sur notre capacité à faire reculer les choix passés issus de politiques qui ont conduit à remettre en cause tout un programme du Conseil national de la résistance. Cette lutte, nous devons la poursuivre et la mener ensemble avec toutes les organisations de la CGT, du secteur public, qui mènent aussi des batailles pour l'avenir des activités menacées en totalité ou partielle, mais aussi lutter contre les privatisations. Également, le 31 mars prochain, les fédérations des services publics, de la fonction publique, les cheminots, les organismes sociaux appellent à une journée de mobilisation sur toutes ses formes afin d'alerter l'opinion publique sur les réels besoins pour l'avenir des services publics, mais aussi pour les conditions de travail des agents, pour assurer la réponse aux besoins. C'est aussi une journée durant laquelle il sera nécessaire et incontournable de défendre les statuts de chaque profession, statuts menacés de disparition par le pouvoir néolibéral en place. Je propose, les camarades, aux délégués du 7e Congrès, que la Fédération s'associe à cet appel du 31 mars 2022. Je propose aussi que les syndicats des différentes professions se rencontrent et échangent dans chaque département pour organiser cette journée de lutte de tous les services publics. Profitons-en pour faire connaître la sortie de notre 4e 100% public qui vulgarisera la situation autour de l'énergie et portera les propositions de notre PPE. Il sera aussi une aide aux militants pour mieux appréhender notre PPE. Soyons convaincus, le service public est une énergie d'avenir. Mes chers et chers camarades, je nous souhaite des débats offensifs, solidaires, engagés et renforcés pour oser. Osons dans nos débats. Retrouvons notre fraternité, notre camaraderie. Osons donner du sens à la CGT. Osons la lutte, osons la victoire. Allons-y ensemble avec nos syndiqués pour gagner. La lutte, ça paye. Vive la lutte, vive le 7e Congrès et vive la CGT!
tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais.